Merci d'être resté à cette Rêve Santé et on attaque tout de suite le deuxième débat et j'invite les 3 intervenants à monter sur scène. On est de retour à la Rêve Santé pour ce deuxième débat qui est consacré au dessous des cartes du système de santé en France. Pour en parler, nous avons 4 intervenants. Catherine Deroche, bonjour madame. Vous êtes sénatrice de Maine-et-Loire et présidente de la commission des affaires sociales. Philippe Pouletti, bonjour monsieur, vous êtes cofondateur de Truffle Capital. Gildas Barrère, vous êtes secrétaire général du groupe Sequence. Et Philippe Lamoureux, en distanciel, qui va se connecter dans quelques instants, qui est le directeur général du LEM, les entreprises du médicament. Catherine Deroche, le thème de cette théma, de cette LAREF, c'est la santé, une affaire d'État. On sait que l'État doit créer, pour vous, l'État doit créer les conditions pour une égalité de traitement, définir des objectifs, fixer un cadre, jouer un rôle des régulateurs. Mais l'État n'est pas le seul à rentrer en ligne de compte. Pour vous, quelle doit être demain cette politique de santé et surtout, comment elle doit se définir ? Oui, alors quand je dis que l'État doit garder en effet sa fonction, on peut dire régalienne, si je puis dire, de prise en charge de la santé, c'est qu'on a vu beaucoup lors des débats une volonté de décentralisation, entre laquelle, sur certains points, je peux être d'accord. Néanmoins, pour moi, la santé reste une compétence d'État parce qu'elle est au cœur du pacte républicain et de la protection sociale, et que l'État, en effet, doit fixer des caps, réguler quand il faut le faire. Mais pour moi, la santé reste une compétence d'État. On l'a vu d'ailleurs lors de la crise sanitaire, ça a été une affaire de l'État, ça a été l'affaire de l'État, ça a été aussi à certains moments au début avec les difficultés d'approvisionnement, une affaire d'État, même si je puis dire, entre guillemets. Donc ça, c'est important. Mais bien évidemment, et puis si on est sur les questions d'innovation, de souveraineté, de recherche publique ou privée, l'État a toute sa place dans ces domaines importants en matière de santé. Mais bien évidemment, à côté de l'État, d'autres acteurs sont mobilisés. On l'a vu pendant la crise, Philippe Juvin l'a évoqué, on a vu les collectivités en première ligne lorsqu'il a fallu équiper, on l'a vu lors des vaccinations, on a vu en effet, à côté de l'État, il y a bien sûr tous les professionnels de santé, qu'ils soient publics ou privés, il y a les associations de patients, il y a les citoyens, il y a les industriels du médicament, il y a les start-up. Donc tout ça fait en effet tout un système autour de l'État et chacun à sa place peut intervenir. Les collectivités locales peuvent intervenir. Moi, je ne suis pas favorable à une régionalisation de la santé ou par exemple à une prise en charge des ARS uniquement par le président de région. En revanche, au Sénat, on avait voté une coprésidence, préfet de région et président de région sur les agences régionales de santé. Je ne suis pas favorable à une disparition des agences régionales de santé. Certains l'avaient préconisé après la crise sanitaire. Moi, je pense qu'on peut bien travailler avec les ARS. En revanche, on peut renforcer les délégations départementales. On l'a vu pendant la crise, et notamment sur le médico-social, combien les départements ont leur place, et on peut jouer. Une régionalisation totale de la santé se heurte à cette difficulté qui est celle française liée à la modification de la carte des régions, avec des régions très hétéroclites en termes de superficie, je puis dire, et de grandeur et de population. Après, et c'est plus vrai dans la deuxième partie, qui est celle des déterminants de santé, où là, en revanche, il y a une place plus forte peut-être pour des politiques territorialisées. Et pour rebondir sur la fin de la table ronde d'avant, pour vous, les citoyens aussi ont leur mot à dire. Pardon ? Les citoyens aussi ont leur mot à dire. Bien évidemment, la démocratie en santé, elle a été établie par une loi, mais bien évidemment, d'ailleurs, on l'a vu pendant la crise sanitaire, combien, notamment les personnes âgées, ont été considérées non pas comme des sujets, mais comme des objets. Pour leur bien, on leur a dit, mais on n'aura à aucun moment demandé leur avis. Et je pense qu'il faut revenir... Sans les confiner pour autant. Oui, mais il y a eu, donc, il y a un travail considérable, mais c'est aussi l'affaire du citoyen, parce qu'on a des dépenses de santé très fortes, des objectifs de dépenses d'assurance maladie très élevés, un reste à charge assez faible par rapport aux autres pays de l'OCDE. Ça a été dit aussi, un système de santé qui perd un peu en matière d'espérance de vie en bonne santé, qui n'est pas si performant qu'on a pu le dire.
Mais le citoyen a aussi sa place. Ce n'est pas parce que tout est gratuit que le citoyen doit se désintéresser de sa propre responsabilité. Merci beaucoup, Madame Deroche. Monsieur Pouletti, en matière d'innovation et de recherche académique, quand on a préparé cette table ronde, vous avez fait la comparaison entre la France et les États-Unis en disant qu'on devrait bien s'inspirer de la capacité de transformation des États-Unis en matière d'innovation et en matière de transformation. Qu'est-ce qui manque à la France aujourd'hui pour jouer dans la cour des grands en matière de santé ? Alors, je connais bien les États-Unis où j'ai vécu 13 ans dans la Silicon Valley et j'aime beaucoup la France. Et je suis revenu en France pour essayer de faire un peu la différence en créant des belles entreprises de biotech et de medtech. Mais effectivement, on l'a vu sur le Covid, les vaccins et les nouveaux médicaments, ils ne viennent pas de France. C'est très dommageable. Et la très grande majorité des médicaments innovants, que ce soit en cancérologie, en maladies infectieuses, maladies inflammatoires, viennent d'entreprises américaines de biotech. Alors pourquoi ça marche très bien depuis 30 ans aux États-Unis ? C'est parce que les laboratoires académiques américains sont meilleurs que les laboratoires académiques européens et français. Il y a plus de prix Nobel, il y a plus de post-doc brillants, il y a plus de revenus de licence, etc. Dans les universités comme Stanford, MIT, Harvard, Scripps, etc. Donc, où est la source de l'innovation ? C'est dans les laboratoires académiques, pas de la recherche pilotée, c'est l'innovation de rupture. Parce que les anticorps monoclonaux qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé en thérapeutique, la découverte du départ, c'était comment immortaliser des lymphocytes, d'une part, et ensuite comment diriger certains de ces anticorps contre des molécules qui jouent un rôle dans l'inflammation, comme le TNF. Donc c'est la science qui ne doit pas être pilotée en disant « je veux développer un médicament ». Même chose pour les ARN messagers. Au départ, ce n'était pas « je vais développer un ARN messager vaccin contre le Covid », c'est « je développe une technologie ». Donc il faut que la science de très haut niveau soit stimulée. Et comment ça marche aux États-Unis ? Eh bien, c'est des agences de moyens qui évalue les meilleurs projets et 10 à 15% des meilleurs projets évalués par des pairs, d'autres scientifiques, seront financés. Donc c'est de l'élitisme, ça conduit à l'excellence. Et quand vous avez un chercheur de Scripps ou MIT qui a son grant financé pour 3 ou 4 millions d'euros, ce qui va lui permettre de mener à bien un projet pendant plusieurs années, son université touche un overhead, un préciput de 50%. Donc, ça pousse l'université à embaucher les meilleurs chercheurs qui vont aller chercher de l'argent sur les meilleurs projets. Donc, c'est un système dur, parce que ceux qui ne sont pas élus ont du mal, mais très vertueux. Le système français, c'est quoi ? Vous rentrez fonctionnaire au CNRS à 31 ans, et que vous soyez bon ou pas très bon, vous en sortez à 60 ou 62 ou peut-être 64 ans, avec le même salaire. Très mauvais système. Donc, l'Agence nationale pour la recherche que j'ai contribué à faire naître avec Claudie Aigneret pourrait être le vecteur de la transformation du système, mais son problème, c'est qu'elle n'a que 1,1 milliard de budget, vous voyez, par rapport aux 5-7 milliards du CNRS. Donc, c'est un petit complément. Et puis, il y a beaucoup de copinage dans la façon dont les projets sont évalués. Tu me tiens par la barbichette, parce que les reviewers sont surtout franco-français au lieu d'être européens. Donc le jour où l'ANR pèsera 5 milliards d'euros et qu'une fraction des budgets de l'INSERM, du CNRS, des universités transiteront par l'ANR, qui redistribuera l'argent aux meilleurs, vous aurez une réforme darwinienne de la recherche académique française. Alors vous aurez énormément de résistance, beaucoup de gens qui diront « oh là là, c'est pour piloter la recherche, etc. » sur des projets. Pas du tout. Ce sera un système... Alors le gouvernement hésite toujours, parce que les chercheurs dans la rue, les gouvernements n'aiment pas ça. Donc j'espère qu'Emmanuel Macron, qui m'a dit un jour que c'était la bonne solution, mettra en place cette recherche. Deuxième facteur... Juste pour conclure. Vite. La Startup Nation. Le but, ce n'est pas d'être la Startup Nation, c'est d'avoir des startups qui deviennent des géants mondiaux, comme Amgen, Genentech ou d'autres. Donc la chaîne de financement est toujours en retard en France. L'énorme épargne financière des Français, colossale, l'assurance vie, s'investit très peu dans les entreprises technologiques, que ce soit biotech, medtech, aéronautique. Donc la solution, elle est là. Et enfin... Comme la plupart des groupes pharmaceutiques mondiaux sont soit américains, soit suisses,
quand il y a un rachat d'une entreprise de biotech, en général, elle part aux États-Unis parce que Sanofi ne fait pas grand-chose en matière d'acquisition. Voilà. Merci, Monsieur Pouletti. Gildas Barrère, vous parlez d'une nécessaire prise de conscience post-Covid qui doit se décliner sur plusieurs points et notamment sur la nécessaire reconstruction d'un tissu industriel pharmaceutique. Comment ça peut se décliner, ça ? Alors, on a beaucoup parlé d'innovation et je rejoins ce qui a été dit. Oui, l'innovation aux États-Unis est beaucoup plus dynamique. Nous sommes, nous, dans la production. Donc, une fois que l'innovation est faite, que la molécule est découverte, nous, comme d'autres Européens acteurs de taille intermédiaire, Sequence est une entreprise de 3000 personnes, de 1,2 milliard de chiffre d'affaires, on produit ces molécules, qu'elles soient très anciennes ou très nouvelles. Et concrètement, l'innovation en Europe aujourd'hui est à la traîne et beaucoup de projets sont aux États-Unis. Les nouveaux traitements sont faits aux États-Unis, voire quand ils sont découverts en Europe, ils sont rachetés par des boîtes américaines et derrière, la production est ensuite faite soit aux États-Unis, soit en Asie. Nous, ce qu'on défend, c'est un tissu industriel sur toute la chaîne de valeur, donc de l'innovation jusqu'à la production, sur les molécules anciennes comme les molécules nouvelles en Europe. Et pourquoi on dit ça ? Face à la baisse des prix constante des médicaments, qui est un des éléments importants du système de santé, les médicaments sont partie essentielle de ce système de santé, on est devenu en quelques années à 75% dépendant de l'Asie pour la production, que ce soit pour les molécules innovantes ou pour les molécules très anciennes. Pourquoi ? Parce qu'on a une baisse des prix d'une part et une hausse des contraintes légitimes en Europe d'autre part. Donc on appelle à quoi ? On appelle déjà à accélérer l'innovation dans la production, puisqu'il y a aussi énormément d'innovation. Ce n'est pas le même métier. Là, on parle de pharmacie. Nous, on parle de chimie, de la synthèse des molécules et de ces principes actifs. Donc ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est la construction d'un tissu industriel performant et respectueux de l'environnement. Donc sur cette partie-là, comment on peut faire tout simplement en ayant des critères de sélection des fournisseurs sur la base de critères sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On l'a vu tout à l'heure, c'est la chasse aux économies. La chasse aux économies conduit à quoi ? Finalement à ne pas considérer des critères environnementaux, alors qu'on parle de développement durable. Partout, finalement, les hôpitaux publics, par exemple, n'achètent pas développement durable. Ils achètent en Inde ou en Chine à des conditions de production déplorables. Donc ça, c'est le deuxième message qu'on veut passer. Et le troisième message, c'est le lien plus fort entre les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises qui produisent, puisqu'à la fin, l'ARN messager qui vectorise le vaccin ne peut pas être découvert si on n'a pas des capacités de production locales. Si la capacité de production est en Chine ou en Inde, vous imaginez bien que les chercheurs vont envoyer leurs échantillons en Inde pour les faire produire, ils vont revenir en Europe. Derrière, si on n'a pas localement des capacités de production, on n'accompagnera pas et on n'accélérera pas l'innovation dans la santé. Okay. Merci beaucoup Gildas Barrère. On va passer avec Philippe Lamoureux, donc le DG du LEM qui est en distanciel, qui nous a rejoint. Bonjour Philippe. Vous vouliez parler de gouvernance, notamment une gouvernance qui est beaucoup plus large que celle actuelle. Et pour vous, la gouvernance actuelle est néfaste et mauvaise, ne permet pas l'efficience du système de santé. Oui, absolument. Je pense que, alors d'abord, j'espère que la connexion n'est pas trop mauvaise et que vous m'entendez, parce que j'ai quelques difficultés pour me. Bravo. Bon, très simplement, quand on considère le système de santé, beaucoup de choses ont été dites et je crois qu'il y a beaucoup de rapports sur les bureaux de ministres qui font un état des lieux sur notre système. Peut-être pour apporter un regard un petit peu décalé et rebondir sur ce que disait Philippe Juvin tout à l'heure, je pense qu'il faut rappeler que notre système de santé n'est pas un système de santé, c'est surtout un système de soins qui est assis sur le couple diagnostic-prescription, mais qui néglige finalement toutes les autres façons de faire de la santé. On peut faire de la santé par les comportements, c'est ce qu'on appelle la prévention, et j'ai vu avec beaucoup d'intérêt que la santé s'appelle désormais mise à la santé. On peut faire de la santé par les environnements, comment modifier l'environnement pour améliorer les comportements en santé. On peut faire de la santé par les milieux et considérer la cité, l'entreprise ou l'école comme un milieu de santé. Deuxième point, et c'était intéressant d'écouter Philippe Juvin de ce point de vue-là, on voit bien que notre système de santé n'est pas centré sur le patient. Il est centré sur l'effecteur du système. Donc, il est centré sur l'hôpital ou sur le professionnel de santé. Et on perd souvent plus de problèmes sociaux, ou sur la rémunération, les mesures catégorielles, les conventions, que du patient, qui est beaucoup moins au centre du système de santé qu'il ne devrait l'être.
Troisième élément, le fait que le système est incapable de restituer les gains d'efficience. Ça fait une 20 années qu'on a connu des vagues d'innovation thérapeutique colossales dans le sida, dans l'hépatite C, dans la polyarthrite rhumatoïde. Et ces gains d'efficience générés par l'innovation ont été aspirés par le système sans être véritablement restitués. Et c'est vrai que l'approche par le progrès technologique, qui pourrait être une réponse à la souffrance de l'hôpital, elle est clairement dissuadée par cette inefficience relative du système. On a beaucoup parlé de la suradministration. C'est vrai aussi qu'on a un système suradministré, probablement également surnormalisé. Les normes franco-françaises qui viennent s'ajouter aux normes européennes, c'est vraiment une spécialité. Les expérimentations sans lendemain sont aussi une spécialité. Donc je pense qu'on a cette espèce de lourdeur. Et enfin, le dernier élément, mais je crois que ça a déjà été dit, et ça rejoint ce que disait M. Pouletti, le système est perçu comme un centre de coût et pas comme un centre d'investissement. Et juste un chiffre qui devrait nous faire réfléchir, BioNTech, à lui seul, a représenté en 2021 un demi-point de croissance du PIB allemand. S'il fallait être convaincu de l'impact des entreprises de santé et des biotech au plan macroéconomique, cet exemple nous y conduirait. On est un petit peu en France dans l'approche inverse. Vous savez, ça me fait un petit peu penser à ces grandes familles bourgeoises de Balzac. Et Balzac, ils vendaient les bijoux de famille pour boucler les fins de mois. Alors chez nous, les fins de mois, ça s'appelle les PLFSS. Mais PLFSS, après PLFSS, on a finalement paupérisé le et on s'est mis en difficulté tant pour les produits matures, parce que comme ça vient d'être dit, on s'est aperçu qu'on était très dépendant de l'étranger pour les produits matures, mais comme disait M. Pouletti également, on est très dépendant de l'étranger pour l'innovation. Très bien, merci. Finalement, la France, c'est un petit peu un pays en recul, dans un continent en recul. Merci Monsieur Lamoureux. La connexion est un peu instable, donc on va essayer de la rétablir pour vous redonner la parole un petit peu tout à l'heure. Monsieur Pouletti, je voudrais revenir un petit peu à vous, parce que vous disiez tout à l'heure, notamment sur les questions de financement, qu'il fallait mieux drainer l'épargne des Français vers la recherche innovante. Comment concrètement on pourrait faire? Le président a essayé, a parlé de ruissellement pendant le premier quinquennat, on a vu que ce n'était pas hyper probant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour drainer cette épargne des Français? Regardons un peu les chiffres. Il y a des choses correctes qui ont été faites, mais parlons du crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche, ça coûte 6 milliards d'euros. Ouais. La majorité du crédit impôt recherche va aux grandes entreprises. Donc, est-ce qu'un chèque de 150 millions d'euros, je crois, par an à Sanofi, stimule vraiment l'innovation de rupture en biotech en France? Pas sûr. Donc, concentrer beaucoup plus le crédit impôt recherche sur les entreprises réellement innovantes, c'est-à-dire les PME ou les entreprises de taille moyenne, ou conditionner une partie du crédit impôt recherche des grandes entreprises sur des collaborations entre les grandes et les petites, serait sans doute plus efficace. Deuxièmement, l'ISF était un mauvais impôt, mais en 2010, vous pouviez réduire votre chèque ISF de 75% si il était investi dans des PME. Ça a drainé 1 milliard d'euros par an vers des PME. Donc les incitations fiscales en France marchent très bien, hein, c'est culturel. Donc des incitations fiscales renouvelées un petit peu, par exemple avec un statut de la jeune entreprise super innovante, c'est-à-dire celle qui croît très vite, celle qui dépense 40% de ses dépenses totales en R&D, qui aurait des avantages, exonération des charges patronales, parce que les charges patronales dissuadent énormément d'implanter des entreprises en France parce qu'elles sont non plafonnées, quel que soit le niveau de salaire, avec une réduction d'IS pendant 5 ans quand on passe à l'équilibre, avec une réduction d'impôts pour les particuliers qui investiraient dans ces entreprises, mais pas plafonnées à 20 000 euros. On a la maladie du plafond en France en disant je vous donne un petit avantage fiscal, il y a la nounou d'abord, l'aide à la personne, et s'il vous reste 300 euros, vous investirez dans les PME. Autrement dit, cibler énormément les incitations fiscales sur les entreprises qui deviennent des leaders mondiaux. Et ces entreprises-là, elles ont une typologie très particulière. C'est difficile de transformer une PME classique familiale industrielle en pur sang.
Les pur sang californiens, ils sont pur sang de la naissance. Et c'est ceux-là qui deviennent des géants mondiaux dont on manque cruellement. Merci, Monsieur Poletti. Madame de Roche, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit que vous vouliez revenir sur les déterminants de la santé qui ne sont pas que sanitaires, et qu'il y a d'autres problématiques qu'il faut prendre en compte dans ce fameux dessous des cartes de la santé en France, qu'il faut régler pour pouvoir régler des problèmes de santé. Quels sont-ils? Et vous vouliez notamment aborder la question de l'obésité. Oui, ils sont nombreux. D'ailleurs, ça rejoint le nouvel intitulé de la ministre, qui est celui de la santé et prévention, même si j'attendais un message politique très fort par rapport à la crise actuelle de la santé en général, et notamment de l'hôpital et aussi de la médecine de ville. Quand la médecine de ville va mal, l'hôpital va mal et réciproquement, ou les établissements vont mal. Mais en effet, il y a des déterminants de santé sur lesquels il y aurait à terme, si on parle ne serait-ce que financement, une économie importante. Mais le problème qu'on a, c'est qu'avec notre système d'annualisation des budgets, c'est qu'on a du mal à investir sur quelque chose qui a, si je puis dire, un retour sur investissement un peu décalé. Et à chaque fois, on est dans ce système où on freine sur des points uniquement pour des raisons budgétaires, sans voir l'atout. Il y a l'alimentation, bien évidemment. Nous, on termine une mission sur l'obésité. D'ailleurs, l'OMS a lancé le sujet très récemment. Il y a tout l'environnement, santé et environnement. Il y a des plans santé-environnement, il y a des plans régionaux santé-environnement. En matière de cancérologie, moi, je milite pour qu'on puisse croiser les données de santé. On lance aussi une mission sur les données de santé. Les données de santé du Health Data Hub avec les données de santé du Green Data Hub. Tout est lié, donc il y a les comportements, et là c'est là où la place des collectivités ou d'autres sujets de décentralisation, de l'éducation à la santé, des contrats locaux de santé, des citoyens. Là il y a un vrai sujet, et je pense qu'en effet ça participe. Il y a les conditions de vie, l'habitat, le logement, les transports, la qualité de l'air. J'en passe. Il y aurait une liste comme ça à la Prévert si on voulait le faire. Et je pense qu'en plus, il va y avoir quelque chose sur la santé mentale qui est la grande sinistrée en plus du reste en matière de santé. On sait aussi la place de tous ces déterminants dans la santé mentale, et voilà les sujets sur lesquels... Une santé mentale qui s'est dégradée avec la crise en plus. Qui s'est dégradée avec la crise, oui, bien évidemment. Monsieur Poletti, vous vouliez réagir? Je suis content que vous parliez de l'obésité. L'obésité sévère, c'est épidémique et c'est catastrophique avec les complications. Donc une des solutions, c'est 2 entreprises françaises, Caranx à Nice et Bariatek à Paris, qui sont en train de développer un système de robots autonomes pour implanter dans l'estomac, fait par un gastro-entérologue de manière simple, un implant qui va réduire le montant des aliments qui va être absorbé, etc. Ça, c'est un projet d'innovation de rupture, mais on va voir s'il reçoit les soutiens nécessaires. Parce que les gens se disent « Ah, est-ce que c'est pas un peu risqué? Est-ce que c'est pas compliqué, la robotique ?» Dans les avions, vous pouvez décoller et atterrir avec un robot qui s'appelle un pilote automatique. Il serait temps qu'en médecine, on soit capable de faire la même chose. Pour ceux qui ont vu ça transformera le traitement de l'obésité, qui est aujourd'hui très chirurgical. Ça marche, la chirurgie, avec beaucoup d'effets secondaires, et seulement quelques centres expérimentés peuvent le faire. Le jour où les gastro-entérologues pourront faire ça avec un robot autonome... Mais vous pensez qu'il y a un frein, il y a une barrière psychologique, ou du moins morale en France à la prise de risque? Oui. Mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'aides d'État, mais très souvent les comités qui jugent les projets disent « Oh, c'est pas encore prouvé, c'est pas encore en clinique, est-ce que ça va marcher, etc. » L'innovation de rupture, il faut la soutenir au moment où c'est pas encore prouvé. Si vous avez des résultats cliniques, on n'a plus besoin de subventions ou d'aides d'État. À ce moment-là, on se finance tout seul. Madame de Roche? Oui, moi je partage tout à fait ce que vous dites. On le voit dans l'accès, par exemple, aux médicaments innovants. À un moment, la Haute Autorité de Santé, dans l'évaluation, veut des comparaisons. Si c'est innovant, il n'y a pas la comparaison. Donc il y a des freins à chaque fois qui sont faits. Et sur l'obésité, on a vu dans la crise Covid ce que représentait l'obésité dans les risques des patients obèses par rapport au Covid. On le voit, moi qui termine la commission d'enquête sur l'hôpital, combien des lits hospitaliers sont
embolisés entre guillemets par des patients en surpoids et des comorbidités, des patients âgés. Donc cette prévention, elle peut aussi jouer sur ça. Quand on travaille sur les maisons de retraite, la Cour des comptes vient de nous rendre une étude un rapport sur la médicalisation dans les EHPAD. On le voit, les soins dentaires, la prise en charge de la nutrition, tout ça dans les EHPAD, tout ça après, ça a un vrai résultat en matière de santé publique. Merci. Gildas Barrère, sur cette question des innovations, des transformations et l'innovation, mais vous êtes sur des principes actifs qui sont moins innovants, en tout cas qui sont plus traditionnels. Et sur la partie innovation, je voudrais revenir là-dessus, parce que nous, on a une innovation pas directement dans la santé, encore une fois, c'est dans les procédés de production. Et sur cette innovation, nous, on fait face à plusieurs défis. La première, et on en a parlé abondamment, c'est la capacité d'investissement. La capacité d'investissement, c'est la capacité à se projeter, à attirer des capitaux, à prendre des risques. Dans nos métiers également, on prend des risques. On investit dans un nouveau procédé. Est-ce que ce procédé va être jugé apte ? Est-ce qu'on ne va pas générer des impuretés qui seront ensuite refusées par les autorités de santé ? Donc il y a une prise de risque. Donc ça, c'est la première chose, la capacité à investir. Et là-dessus, pour avoir cette capacité à investir, il faut tout simplement avoir les moyens d'investir et donc avoir une compétitivité de production en Europe. Et c'est un des thèmes défendus ici au MEDEF sur la compétitivité de la France qui permet d'investir et de se projeter dans le futur et de prendre des risques. Ça passe par la fiscalité. Ça passe notamment par la fiscalité. Le deuxième point qui a été abordé, qui a peu été abordé, c'est la partie compétences. L'industrie s'est délitée en France. On est passé de 20% à 10% du PIB. Aujourd'hui, on a un mal fou à avoir des compétences. On en a beaucoup plus maintenant dans d'autres pays. En Allemagne, où ils ont une industrie encore forte, on a des compétences très fortes. Et d'ailleurs, la molécule que développe mon collègue à droite est faite en particulier en Allemagne et en France. Pourquoi ? Parce qu'on a des compétences très très fortes en Allemagne et une industrie très forte. Donc ça, restaurer les compétences sur tous les métiers, ça vaut sur la pharmacie et ça vaut sur les métiers techniques de la production manufacturière. Et le deuxième défi pour notre pays. Enfin, le dernier point, c'est le lien entre ces tissus industriels, la densité du tissu industriel. Si on a une start-up dans un coin de la France et un groupe industriel qui produit dans un autre coin de la France, quelque part, on ne va pas trouver les moyens d'accélérer les innovations. Et donc là, c'est redensifier le tissu, remettre des compétences dans des bassins communs pour justement mutualiser les forces en présence, à la fois les compétences de pharmacie, les hôpitaux qui sont partie prenante et qui peuvent lancer des essais cliniques rapides, et enfin les personnes qui produisent. Donc nous, on est très investis dans la région parisienne et dans la région du Rhône, quelque part autour des pôles de compétitivité. La densité est un point essentiel pour faire émerger l'innovation. Juste avant de conclure, je voulais poser une dernière question. Vous avez 10 centres de R&D dans le monde. Vous parliez du problème des compétences, des hommes et des femmes qui sont là pour penser, pour innover et pour faire fonctionner ces centres de R&D. Vous avez des difficultés en France à recruter par rapport aux autres centres dans le monde ? En France, on a des difficultés à recruter, comme beaucoup. On a des centres de R&D dans des régions sympathiques, autour de Paris, à Lyon et à Nîmes. Donc on arrive à recruter des personnes compétentes dans les métiers de la chimie et dans les métiers du procédé. Clairement, il y a mieux à faire. Aujourd'hui, on voit que malgré tout, sur ces compétences-là, on arrive à recruter presque plus facilement aujourd'hui qu'aux États-Unis, où ils font face à une grosse pénurie d'emplois avec une activité qui est très 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 dynamique. Donc on a quand même des atouts ici, on a des bonnes écoles d'ingénieurs qui forment aux ingénieurs du procédé, mais on a plus de difficultés en France qu'en Allemagne. Donc aujourd'hui, la plus grosse difficulté, c'est aux États-Unis. Ensuite, c'est en France, et là où c'est plus facile, c'est en Allemagne, clairement. Okay, très bien. Et écoutez, je vous remercie. Merci à tous les trois. Merci à Monsieur Lamoureux qui était à distance et qu'on a perdu en cours de route à cause de la liaison. Merci pour votre participation et on va faire une petite pause avant de passer au débat suivant. Merci à tous.